Donc cette dissociation dont parle Houellebecq, à mon avis, elle a rien d'une fiction. Elle a juste. C'est cette phrase que je cite dans le livre du président de la République allemande, disant on va bientôt pouvoir dire à un enfant, non seulement nous t'avons voulu, mais nous t'avons voulu aussi parfait que tu es. Donc à ce moment-là, jusqu'ici le désir d'enfant était ce qu'il y avait de plus profond dans l'amour, mais maintenant on va le perfectionner encore, puisqu'on va y rajouter le zéro défaut. Donc c'est pas la peine à ce moment-là de s'y attaquer avec des méthodes encore artisanales. Les ovules qu'on vous a prélevés, Marie, ont été fécondés avec le sperme d'Antonio, votre mari. Après une présélection, nous nous retrouvons, comme vous le voyez, avec 2 garçons sains et 2 filles très saines. Naturellement, pas de prédisposition à aucune des plus graves maladies héréditaires. Il ne reste plus qu'à choisir le candidat le plus compatible. Tout d'abord, nous pouvons choisir le sexe. Y avez-vous réfléchi? Oh, nous voudrions que Vincent ait un petit frère, vous voyez, pour jouer avec lui. Bien. Vous avez spécifié des yeux noisettes, des cheveux châtains et la peau claire. J'ai pris la liberté d'éradiquer tout risque de préjudice potentiel tels que calvitie prématurée, myopie, alcoolisme et prédisposition aux dépendances, tendance à la violence, obésité, ce genre de Nous ne choses. voulons pas qu'il ait des maladies, certes, mais... Oui, nous demandions seulement si ce serait bien de laisser quelques petites choses au hasard. Vous voulez donner à votre enfant le meilleur départ possible? Faites-moi confiance, il reste déjà suffisamment d'imperfections. Non, votre enfant n'a pas besoin de fardeau supplémentaire. Et gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous. Simplement le meilleur de vous. Vous pourriez concevoir de façon naturelle 1 millier de fois et ne jamais atteindre un tel résultat. Voilà comment mon frère Anton vint au monde. Un fils que mon père considérait digne de son nom. Lorsqu'on regarde quels sont les corrupteurs, ce que j'appelle corrupteurs, ce sont ces icônes tentatrices qui vont conduire la médecine, la science, la biologie vers ce que l'on s'accorde pour reconnaître comme étant le mal. L'un d'entre eux, c'est la domination absolue des règles du marché sur tout autre. Aujourd'hui, si l'on veut conférer une valeur aux faits, aux gens, aux actions, on peut trouver, schématiquement, naturellement, 3 couples de référents. Le premier couple, c'est le couple de la véracité et de la fausseté, ou bien de la légitimité scientifique et technique. C'est vrai ou c'est pas vrai, c'est probable ou c'est pas probable. Ça, c'est du domaine de la science ou de la technique. Le deuxième couple, c'est du domaine de la rentabilité économique. C'est rentable ou c'est pas rentable. Le troisième couple, c'est celui du bien et du mal. C'est bien et c'est mal. Et lorsqu'il y a un déséquilibre dans ces 3 couples, il y a effectivement danger éthique. Lorsque on ne se pose pas la question c'est bien et c'est mal, mais parce que c'est techniquement possible et souhaitable, ou alors parce que c'est rentable, il faut que ce soit fait, il y a bien évidemment un des problèmes éthiques majeurs. Et quand vous parlez des conséquences de l'inégalité économique à l'heure actuelle, que l'on voit très bien par le chiffre tout à fait épouvantable, qu'il y a aujourd'hui 40 millions de personnes qui sont séropositives, donc menacées d'être atteintes du sida, 35 millions ou 37 millions dans les pays en voie de développement et 3 millions dans les pays riches. Or, 95% des dépenses consacrées à la lutte contre le sida le sont dans les pays riches pour 3% de la population. Ça, c'est typiquement une logique économique qui emporte toutes les autres. Dans d'autres cas, notamment avec l'eugénisme, on a bien vu comment, lorsque la logique scientifique l'emporte, il y a problème. Lorsque la science croit savoir ce qui est bien pour l'homme, il y a problème. Donc, la première icône, effectivement, est un déséquilibre complet dans les référents permettant de qualifier les actes. Notre société est confrontée à une série d'icônes corruptrices qui sont véritablement l'écueil sur lequel risque de se briser la volonté éthique de la médecine, qui est la passion scientifique, l'alibi humanitaire, la négation d'une humanité suffisante. On le voit avec l'embryon. Très souvent, quand on veut expérimenter sur l'embryon, on commence à dire « il n'est pas si humain que ça, il n'est pas humain ». Et naturellement, le corrupteur qui aujourd'hui devient absolument fondamental, qui est le corrupteur du marché. L'un des étudiants leva la main.
Et bien qu'il comprît fort bien pourquoi l'on ne pouvait pas tolérer que des gens de caste inférieure gaspillassent le temps de la communauté avec des livres, et qu'il y avait toujours le danger qu'ils lussent quelque chose qui fit indésirablement déconditionner un de leurs réflexes, cependant, en somme, il ne concevait pas ce qui avait trait aux fleurs. Pourquoi se donner la peine de rendre psychologiquement impossible au delta l'amour des fleurs? Patiemment, le directeur d'incubation donna des explications. Si l'on faisait en sorte que les enfants se missent à hurler à la vue d'une rose, c'était pour des raisons de haute politique économique. Il n'y a pas si longtemps, voilà un siècle environ, on avait conditionné les gammas, les deltas, voire les epsilon à aimer les fleurs en particulier et la nature sauvage en général. Le but visé, c'était de faire naître en eux le désir d'aller à la campagne chaque fois que l'occasion s'en présentait, et de les obliger ainsi à consommer du transport. Et ne consommait-il pas de transport? Demanda l'étudiant. Si, et même en assez grande quantité, répondit le directeur d'incubation. Mais rien de plus. Les primes verts et les paysages, fit-il observer, ont un défaut grave. Ils sont gratuits. L'amour de la nature ne fournit de travail à nulle usine. On décida d'abolir l'amour de la nature, du moins parmi les basses classes. D'abolir l'amour de la nature, mais non point la tendance à consommer du transport. Alors, la conduite à risque fait partie de la liberté humaine. On parlait tout à l'heure de la vision des eugénistes d'un déterminisme absolu, déterminisme psychologique, déterminisme des corps, le clonage étant la réunion du clonage des esprits plus le clonage des corps, c'est lui que met en exergue Aldous Huxley. Il y a également, par rapport à cela, une espèce de révolte individuelle. Moi, je ne serai pas déterminé. Moi, je serai rebelle à toute contrainte. Et la contrainte hygiéniste est une contrainte importante. Vous savez, on le voit chez les homosexuels éventuellement, mais je ne sais pas si vous fumez, madame, mais on le voit chez tant de fumeurs qui savent parfaitement que rien n'est aussi mauvais pour la santé que fumer et qui néanmoins disent « ma liberté, le sachant, est néanmoins de fumer ». Mais là, on est quand même dans le comble du paradoxal, Yves Michaud, c'est-à-dire que par volonté de maîtriser l'aléatoire, par volonté d'aller creuser jusqu'au fin fond du génome humain et de le contrôler, on finit par arriver à un nouvel être qui alors serait un inconnu total. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que la volonté de contrôle se traduit par, non pas la volonté de contrôle, mais l'impossibilité de régler les problèmes de contrôle mène à une prise de risque maximale. C'est pas forcément étonnant. On n'est plus du tout dans la science-fiction, Yves Michaud, puisque vous avez trouvé une tribu sur Internet qui milite en faveur de cette mutation de l'espèce. Oui, il y a un groupe que je n'anime pas, que je ne connais pas particulièrement, qui s'appelle Les Mutants, mais il y en a beaucoup. Les Mutants, c'est le groupe sur Internet, c'est une communauté cyberculturelle, mais il y a d'autres communautés de mutants aujourd'hui. Je dirais en quelque sorte, la science-fiction, elle est là, chez nous, dans notre vie quotidienne déjà, et on ne veut pas trop le voir, mais elle y est. Houellebecq, d'une certaine manière, s'inscrit très bien dans la pensée d'Aldous Huxley. Je vous ai dit que les epsilon ou les bêta ou les gamma, les oméga, du meilleur des mondes, ce sont des gens qui, à un moment donné, afin de surmonter la tension de la frustration d'un désir inassouvi, n'ont pas le désir de faire autre chose que ce pourquoi ils sont faits et que ce qu'ils font, très profondément. Dans Houellebecq, on voit un peu l'idée d'un monde semblable. La sexualité est une effroyable source de malheur, de contraintes, de frustration, et l'utopie, dans les particules élémentaires, je ne parle pas du dernier, l'utopie par laquelle se terminent ces particules élémentaires est en effet, de ce point de vue-là, un monde qui va devenir aseptisé. Pour dépasser la frustration du désir inassouvi, on supprime la sexualité. L'homme devient un homme idéal qui est à l'abri du malheur puisque il n'a plus de désir. Donc vous voyez qu'il y a évidemment une résonance évidente moulinée par le génie de Houellebecq et un rapport à Huxley.
Oui, mais on voit vraiment que ce désir de perfection et d'immortalité aujourd'hui est omniprésent. Oui, simplement, bien évidemment. Alors, l'immortalité a un autre problème. Parlons de la perfection. C'est un contresens. Car pour que la perfection soit dissible, il faut que son lieu puisse être défini, que ses critères soient définis. Et à partir du moment où vous définissez la richesse humaine par la diversité, par la multiplicité, le mot de perfection n'a simplement plus de sens. Je veux dire que ce qui est le plus imparfait, ce sont des visions de clones d'être parfaits. Ça, c'est d'une imperfection infinie. Plusieurs des prophéties que j'ai faites il y a 30 ans se sont déjà réalisées. J'ai projeté ce monde nouveau à une distance de 6 siècles, mais je me trouve assez terrifié de me rendre compte que beaucoup de ces prophéties se sont déjà réalisées dans une seule génération. Naturellement, rien n'est inévitable dans ce monde. Nous avons une liberté de choix et si nous voulons employer notre intelligence et notre bonne volonté, il n'y a pas de doute que nous pouvons faire des choses extraordinaires, mais la question est-ce que nous allons vouloir employer notre intelligence et notre bonne volonté? Quand on regarde les journaux de chaque matin, on s'en doute. C'était Aldous Huxley, Une vie, une œuvre, avec Françoise Todorovitch, psychanalyste et auteur d'une biographie d'Aldous Huxley aux éditions Salvator. Dominique Dussossois, traducteur de Dieu et moi, édité au Seuil. Yves Michaud, auteur de Humain, mi-humain, trop humain chez Climat. Axel Kahn, généticien et membre du Comité national de bioéthique, et Bernard Béret. Remerciements à Jean-Louis Keupers et à Philippe Perdrizet. Archivina Catherine Louis. Lecture Philippe Maurier-Genoux. Mixage Delphine Baudet. Une émission de Lydia Benitzrak réalisée par Christine Berlamont.